mais 98% des entreprises n'y arrivent jamais. Jusqu'à ces gros titres. Au final, une entreprise, c'est une évaluation de combien d'argent tu gagnes, combien de bénéfices en cash tu réalises. Beaucoup de propriétaires d'entreprises pensent à tort mériter toute la valeur. Quel que soit leur indice de performance sociale, ils ne seront jamais rachetés ainsi. Graham Stephan, président directeur général et fondateur de Visval, et Jim McLaughlin à la tête de la plateforme. Concernant le Royaume-Uni, l'Europe et l'expansion internationale, quand on regarde le secteur, l'une des choses qui prend de l'ampleur, c'est le marché de la valorisation relative et de la modélisation. Chaque fois que vous envisagez de céder votre entreprise, la personne ou l'entité qui l'acquiert doit gagner beaucoup plus d'argent avec votre entreprise que vous n'en gagnerez jamais vous-même. Même si nous utilisons la technologie et des outils en arrière-plan, nous croyons fermement que chaque mission d'évaluation doit comporter cet aspect humain et cette implication humaine. Bonjour à tous. Mon équipe et moi avons créé du contenu et des histoires pour informer, inspirer, responsabiliser et vous apporter une vraie valeur ajoutée. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vérifier que vous êtes abonné. C'est la façon la plus simple de soutenir notre travail et de rester informé de chaque nouvelle publication. Rejoignez-nous dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour nos dernières nouveautés. Bonjour et bienvenue dans le podcast YouTube de Dinis Guarda en partenariat avec citiesabc.com, businessabc.net et dormi.ai. Je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre ce tour du monde de personnes formidables et de grandes personnalités qui dirigent des entreprises à travers le monde et repoussent les limites de ce que signifie faire des affaires de nos jours. Comment nous faisons progresser les affaires, la technologie, l'innovation, la continuité et les traditions. Ce qui, pour moi, devient de plus en plus important à mesure que nous plongeons dans la folie de l'intelligence artificielle et toutes les différentes choses auxquelles toute personne dans le monde des affaires doit faire face chaque jour. Ce que j'aime dans cette série, ce sont les gens. Et aujourd'hui, je suis particulièrement intéressé à inviter deux personnes qui m'ont fasciné par leur personnalité et leur complémentarité. L'un était déjà dans la série, l'autre est ce nouveau, donc je commence par le nouveau puis passerai à l'autre. Donc, je souhaite la bienvenue à Graham Stephan, qui est le président directeur général et fondateur de Visval, et à Jim McLaughlin, qui est bien sûr un cher ami. Et aussi, en ce moment, il dirige la plateforme au Royaume-Uni et en Europe, ainsi que l'expansion internationale. Donc, cette plateforme n'est pas une plateforme conventionnelle parce qu'elle apporte beaucoup d'innovation, mais elle apporte aussi de nombreuses couches qui sont essentielles pour moi en matière de business. Et bien sûr, quand on regarde le profil de Graham et de Jim, ils apportent aussi une richesse d'expérience fantastique. Ce que je pense est vraiment sous-estimé, surtout par le récit dominant. Du moins, c'est ce que nous avons dans le monde de l'innovation et de la technologie. Parce qu'on a l'impression qu'il y a tous ces jeunes dans le secteur. Ils changent tout. Et le reste du monde devient silencieux, devient des fantômes ou des zombies. Donc, je veux mettre en avant cette innovation et cela m'enthousiasme beaucoup. Visval aide les conseillers, directeurs financiers à temps partiel et comptables grâce à une plateforme fournissant des évaluations indépendantes fondées sur les données et pilotées par l'humain. Et je veux mettre en avant spécifiquement l'expérience de Graham Stephan et de Jim, deux personnes qui ont également été dans le secteur, comprenant les subtilités du monde des affaires. Et avant de commencer, je veux juste souligner quelque chose pour mon public. Donc, il y a environ, les chiffres divergent et il n'y a pas de consensus, mais il y a environ 300 à 400 millions de petites et moyennes entreprises et de micro-petites et moyennes entreprises dans le monde. Et par exemple, hier, je faisais des recherches, rien qu'aux États-Unis, qui reste bien sûr la plus grande économie. Seuls 5% des entreprises dépassent 1 million et la plupart des startups restent des petites et moyennes entreprises dans la réalité des affaires. Soyons honnêtes, bien sûr, en ce moment, il y a ce genre de distinction entre les différents termes et je veux mettre cela en avant dans la série et je suis très enthousiaste à l'idée d'aborder ces sujets ici. Donc, je vais commencer avec toi, Graham Stephan. C'est merveilleux de t'avoir ici et bienvenue dans l'émission. Je vais sans doute d'abord te laisser la parole. Ma première question porterait un peu sur toi, un peu aussi sur ton parcours.
Du fait de vivre entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, qui sont deux pays très divers et différents. Alors, bienvenue au club. Merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je pense qu'en analysant votre parcours, on dirait que vous êtes au Cap. J'y suis aussi actuellement. Il fait beau, environ 28 degrés et ensoleillé, donc je n'insiste pas trop sur ce point. Il fait beaucoup plus froid à Londres. Mais je pense, oui, absolument. Vous savez, je pense que je fais partie de ces personnes chanceuses qui, je suppose, se considèrent comme des citoyens du monde. Vous savez, il se trouve que j'ai la double nationalité britannique et sud-africaine, ce qui facilite les voyages. Et vous savez, je pense que j'ai toujours eu cette perspective de créer une entreprise mondiale. J'ai grandi en Afrique du Sud, vous savez, vers la fin de l'apartheid. Donc, c'était une période de changement très intéressante et cela m'a donné une perspective. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent dans le monde que de choses qui nous divisent. J'ai toujours eu cet état d'esprit. J'ai débuté ma carrière en tant qu'expert comptable agréé. Vous savez, mon père était ce que j'appelle un entrepreneur raté, et je raconte toujours cette histoire. Je le dis dans le sens le plus gentil possible. Il a été licencié. Au début de la quarantaine, il était artisan et ouvrier qualifié, ayant travaillé dans l'industrie automobile. Et il a été licencié et n'a pas pu retrouver de travail à ce moment-là. Il est donc devenu en quelque sorte un homme à tout faire. À la fin des années 80 et début 90, être entrepreneur indépendant, comme lui, c'était surtout une option si l'on ne trouvait pas d'emploi. Il y avait une certaine stigmatisation autour de ça. Et pendant mes années de formation, ça a toujours été une lutte. Nous n'avons jamais manqué de rien, avons reçu une excellente éducation, mais il n'a jamais compris le concept de créer une entreprise. Donc, ma première idée, c'était de choisir la voie sûre, devenir expert comptable, trouver un emploi dans une banque, suivre la voie traditionnelle et je vais avancer rapidement. Quelques années, j'ai travaillé dans la banque de détail, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises différentes en me dirigeant de plus en plus vers les startups et ainsi de suite. Mais ironiquement, c'est au même âge que mon père a été licencié, à 42 ans que j'ai lancé ma première entreprise, qui était finalement une société de directeurs administratifs et financiers à temps partagé. Et tu sais, toute cette expérience, après avoir travaillé dans la banque avec des petites et moyennes entreprises, l'octroi de crédit, toutes ces choses-là. J'ai séjourné en Afrique subsaharienne, notamment au Kenya et au Ghana, pour travailler sur des projets d'inclusion financière. J'ai en quelque sorte réalisé qu'en fait, l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose que l'on faisait parce qu'on ne trouvait pas de travail, mais que c'est en réalité ce qui fait avancer les économies. Oui, je suppose. Au fond, je le savais. Mais ça m'a fait réaliser pourquoi mon père ne pouvait jamais retourner à un emploi salarié. Il y avait quelque chose en lui qui était là. En fait, je veux la liberté, prendre des décisions et construire. Lui, il se satisfaisait de subvenir aux besoins de sa famille sans créer d'entreprise. Durant cette période, j'ai rencontré de nombreuses personnes d'affaires. Mon autre cofondateur s'appelle Howard Blake. Environ 6 mois après avoir lancé mon activité de directeur financier à temps partiel, je travaillais avec lui en tant que client. C'est un peu une histoire de père riche, père pauvre. Il avait créé 40 entreprises au cours de sa carrière et il m'a donné cette perspective pour dire, eh bien, en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Il s'agit de construire une entreprise qui peut fonctionner sans vous et toutes ces bonnes choses. Donc, c'est un peu une longue histoire, mais je pense qu'elle est assez importante. Et il avait un problème particulier à ce moment-là. Il était occupé à quitter l'entreprise qu'il avait passé les 30 dernières années à construire et il venait tout juste de sortir d'une conversation avec l'un des 4 grands cabinets comptables. Ils lui ont facturé une somme absolument exorbitante. Je veux dire, je ne me souviens même plus. C'était probablement dans les 50 000 livres sterling pour faire une évaluation, l'aider à comprendre combien valait l'entreprise. Et surtout, ils ne comprenaient pas leur langage. Vous savez, ils lui ont remis ce gros rapport de 100 pages rempli de jargon, plein de termes techniques. C'est un homme d'affaires prospère, il a créé 40 entreprises et pourtant, il se retrouve assis devant un associé financier d'un des 4 grands cabinets. Il s'est senti un peu inadéquat d'une certaine manière et il m'a fait venir pour interpréter ce qu'on lui avait présenté.
et c'est un peu la graine qui a donné naissance à Bizwell. Nous voulions avant tout donner aux entrepreneurs les moyens de comprendre la valeur des entreprises qu'ils construisent. C'était en quelque sorte le point de départ pour faire différemment. Donc oui, c'est un peu une longue histoire, mais la création de Bizwell était profondément ancrée dans le désir d'aider et de donner du pouvoir aux entrepreneurs avant tout. Avec le temps, nous nous sommes diversifiés dans plusieurs secteurs, ce dont nous parlerons sûrement, mais c'était l'idée initiale. Donc depuis 4 ans, nous poursuivons cette mission pour vraiment approfondir le concept d'évaluation d'entreprise. Travailler avec des entrepreneurs, des partenaires, des conseillers et en quelque sorte bouleverser ce secteur grâce à la technologie, mais en utilisant la technologie comme un outil plutôt que comme une fin en soi. Nous voulions créer un lien personnel avec les entrepreneurs, fondateurs, conseillers et réunir ces éléments. Donc oui, j'espère, Denise, que ce n'est pas trop un monologue, mais j'espère aussi que cela donne aux auditeurs un peu de contexte sur pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Non. C'est une histoire merveilleuse et j'aime la réalité de ce que tu as dit, ainsi que la façon dont tu as construit ce récit à partir de l'expérience de ton père. Tout d'abord, créer ta sécurité, ton parcours financier et professionnel. Cette histoire est vraiment impressionnante. Je sais aussi que grandir en Afrique du Sud est très différent de grandir au Royaume-Uni ou en Europe. Jim, toi aussi, tu viens d'Irlande du Nord et tu as des histoires incroyables. Alors, parle-nous aussi de ton parcours. Même si c'est la deuxième fois, et encore une fois, bienvenue dans la série, mais sur cette partie, j'aimerais aussi en parler. Et comment tu as fini par travailler avec Graham et porter la vision de Visval dont nous allons parler davantage? Oui, bien sûr. Merci de m'accueillir à nouveau. Et certains de tes auditeurs ont peut-être entendu ma première interview avec toi. Je vais éviter de répéter ce que j'ai déjà dit. Je pense que pour donner un peu de contexte, tu sais, je fais partie de ces personnes et je crois que je suis d'accord avec Graham qu'il y a beaucoup de choses. Il y a plus d'aspects positifs qui unissent des gens que négatifs, selon la façon dont on perçoit les choses. J'ai toujours été un grand observateur des humains en ce qui concerne ce qu'ils font, comment ils réagissent et comment ils font certaines choses. Et bien qu'il y ait d'énormes différences entre les cultures et les différentes personnes dans le monde, au final, nous sommes tous pareils à bien des égards. Et quand il s'agit de business, ma carrière a commencé, j'ai fait un apprentissage en ingénierie. Quand j'étais très jeune, il n'y avait pas de travail. J'ai dirigé un club de jeunes pendant 2 ans en Angleterre après avoir quitté l'Irlande. Ensuite, je me suis retrouvé par hasard dans les affaires. Mais je suis très vite arrivé au point où j'étais. J'étais assez jeune à l'époque. Et avec la jeunesse vient cette chose merveilleuse qu'on appelle l'arrogance. Et l'ignorance et l'arrogance et la combinaison de cette arrogance et de cette ignorance m'a fait penser. En voyant quelqu'un gagner plus ou réussir davantage, je pensais, ils ne sont pas différents de moi. Pourquoi pas moi? Donc, j'ai lancé ma première entreprise en 198, 86, et je n'ai jamais été employé depuis ce jour-là. Donc, je suis quelqu'un que je pense aujourd'hui, on appelle des entrepreneurs. À mon époque, j'étais juste inemployable parce que j'étais, vous savez, trop désespéré. Pour tracer ma propre voie dans la vie, faire mes propres choix et être responsable de ce que je voulais accomplir. Donc, je fais ça depuis maintenant 35 ans en créant des entreprises. Je pense que l'une des choses que je soulignerais, c'est que si je regarde en arrière sur ma carrière, la somme des différentes étapes, la plupart ont été des échecs. Donc, j'ai surtout échoué dans ce que j'ai tenté. Et par échouer, je ne veux pas dire, c'est-à-dire, elles n'ont pas complètement échoué, mais elles n'ont tout simplement pas atteint ce que je voulais accomplir. Donc, il y a eu beaucoup d'entreprises que j'ai lancées avec tout l'enthousiasme du monde, et puis elles n'ont tout simplement pas marché. Pour toute une série de raisons différentes, mais j'ai aussi eu de belles réussites au cours de ce parcours. Et donc, ce sont les échecs qui apportent toute la sagesse. Quand je parle de sagesse, pour moi, c'est simplement que la sagesse, c'est vraiment, selon mon expérience, la sagesse résulte surtout de vos échecs, car on apprend peu du succès. Et en ce qui concerne la collaboration avec Bizval, ça n'arrive pas si souvent dans une carrière professionnelle de trouver des âmes sœurs, de rencontrer des personnes qui ont la même étoile du Nord et les mêmes valeurs. Notre étoile du Nord, c'est d'être le plus utile possible aux autres entreprises et de leur fournir les informations nécessaires pour éviter les mêmes erreurs. J'ai commis tout au long de ma carrière, donc c'est la grande motivation que j'ai.
Et je sais, vous savez, je sais que si j'avais eu les avantages que Bisval offrirait aujourd'hui aux propriétaires d'entreprises, si j'avais eu cela dans mon parcours, j'aurais sûrement connu autant d'échecs, mais il m'aurait coûté moins cher. J'aurais aussi ajusté mes ambitions plus vite. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est vraiment important de comprendre la direction dans laquelle vous voulez aller. Et vous, Graham a mentionné que Howard ne comprenait pas le jargon dans son rapport de 100 pages qu'il a reçu. Et vous savez, ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que Howard a une formation d'avocat d'affaires. Donc, ce n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire des documents compliqués, etc. Et même de ce point de vue, il s'est retrouvé face à un document où il s'est simplement demandé pourquoi cela n'a-t-il aucun sens pour moi? Pourquoi cela ne me donne-t-il pas les informations dont j'ai réellement besoin pour savoir où je vais? Et je pense que c'est vraiment important, vous savez, les hommes d'affaires sont exceptionnellement bons dans ce qu'ils font, mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont bons dans d'autres domaines. Et c'est ce que j'ai constaté dans la plupart des choses de la vie. Quand j'ai commencé, je pensais, oh, je suis meilleur que ce type et je suis meilleur que cet autre. Mais j'ai vite compris que chacun est doué pour quelque chose. Et ce que Bisval essaie de faire, c'est de reconnaître en quoi les propriétaires d'entreprises sont doués. Essayons plutôt de les aider sur ce qu'ils n'osent pas admettre, ne pas maîtriser, souvent leurs chiffres et le jargon propre à leur domaine. Donc, nous essayons de faire, j'ai toujours ressenti cela dans ma carrière et mon parcours est entièrement dans les services financiers. J'ai jamais essayé de gagner des affaires ou d'obtenir un client en essayant de paraître plus intelligent qu'eux et en essayant de démontrer cela. Je savais des choses dont ils avaient vraiment besoin parce qu'ils ne les connaissaient pas. Mon point de vue était que si vous pouviez leur faire comprendre ce qu'ils avaient besoin de savoir, alors c'est pour ça qu'ils deviendraient clients, parce que j'apporte simplement de la transparence et de la simplicité sur ce que c'est. Ils devaient le savoir car c'est essentiel pour les chefs d'entreprise. C'est précisément l'objectif de Bisval pour l'évaluation d'entreprise, leurs chiffres et la compréhension de leur signification pour leur activité. Donc, j'espère que cela répond à votre question concernant un peu plus mon parcours et pourquoi. J'ai la même étoile du Nord que Bisval en ce qui concerne ce que je veux accomplir. C'est très inspirant, vous deux. Et aussi, je connais surtout toi, Jim, depuis un certain temps. Et j'ai été très honoré par ta grande expérience. Et soyons honnêtes, j'ai un réseau international assez important ainsi qu'une expérience avec les universités. Et j'ai constaté. Et c'est pourquoi je suis ravi de vous avoir avec moi. Est-ce que ce niveau d'humanité manque? Et je dirais que c'est le cas pour presque tous les acteurs technologiques avec qui j'ai discuté. De plus, nous avons actuellement un monde très vaste, diversifié et divisé. Donc, pour revenir à toi, Graham, en tant que président directeur général et fondateur de Ceval, tout d'abord, ton parcours est incroyable. Parce que bien sûr, l'Afrique du Sud reste une grande économie, mais avec beaucoup de défis, de divisions et d'inégalités. Mais bien sûr, c'est aussi en Afrique. Et il y a les écosystèmes occidentaux et africains ensemble, et nous avons construit à partir de là une entreprise vraiment mondiale. Alors tout d'abord, allons-y, avant que j'aie quelques questions sur les sous-entendus d'être des hommes d'affaires. Mais qu'est-ce que Bisval? Comment ça fonctionne? Et comment les gens peuvent-ils le consulter? Commençons par les bases. Denise, je pense. Au fond, Bisval, nous sommes une entreprise qui aide les propriétaires d'entreprises à comprendre la valeur de leur entreprise. D'accord, de manière simple, pragmatique et en apportant de la valeur. D'accord. Nous avons développé une plateforme qui vous permet de le faire vous-même ou avec le coaching et les conseils de l'équipe Bisval. Donc, d'un côté, il y a une plateforme. Et vous savez, peut-être que nous la démontrerons un peu plus tard dans le podcast si nous avons le temps. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé ce que nous appelons un banquier d'investissement dans votre poche. Nous avons adopté une approche de banque d'investissement pour la façon dont vous évaluez une entreprise et nous l'avons distillé en quelque chose de facile et simple à comprendre. Et il ne s'agit pas seulement de fournir la valeur ou le chiffre de l'entreprise, mais aussi de vous aider à comprendre les leviers et ce que vous pouvez faire pour améliorer ou modifier cette valeur. En somme, c'est l'essence de Bisval. Nous sommes également en concurrence directe avec les prestataires d'évaluation traditionnels, proposant donc des évaluations basées sur des événements. Que vous cherchiez à lever des fonds pour votre start-up, que vous envisagiez de quitter ou de vendre votre entreprise, ou que vous traversiez une séparation, un litige ou un divorce. D'accord. Et là où nous nous différencions, je suppose, des autres prestataires, c'est que nous pouvons fournir ces rapports indépendants et défendables.
avec rapidité, pragmatisme dans la manière dont ils sont délivrés et précision. C'est évident, mais l'essentiel reste la touche humaine sur laquelle je reviendrai, même si nous utilisons la technologie en arrière-plan. Nous croyons fermement que chaque mission d'évaluation doit avoir cet aspect humain et cette implication humaine. Voilà ce qu'est Bisval. Notre plateforme aide à la planification stratégique d'entreprises et autres, tout en offrant aussi une approche d'évaluation plus traditionnelle, mais livrée, oui, en une fraction du temps et présentée d'une manière qui, pour reprendre l'exemple de Howard que j'ai utilisé plus tôt, vous savez, donne du pouvoir au chef d'entreprise plutôt que de le faire se sentir inadéquat d'une certaine façon. Donc, c'est ça notre objectif. Nous n'avons pas de frontières en termes de zone d'activité. Pratiquement toute notre équipe est anglophone. Notre priorité, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis, le marché sud-africain. Mais vous, nous avons eu des clients à l'île Maurice, en Allemagne, etc. Donc, nous ne fixons pas vraiment de limites géographiques. Nous devons livrer cela dans une langue comprise par notre équipe, peut-être avec le temps. Nous avons des personnes parlant japonais ou chinois dans notre équipe, mais pour l'instant, nous voulons en quelque sorte développer la plateforme dans des pays anglophones. Donc, je veux aborder, juste pour les personnes qui nous écoutent, quelques chiffres et statistiques qui sont très importants. Alors, tout d'abord, quand on regarde l'évaluation des entreprises et des startups, qui est votre domaine d'activité? Et Bisval est un acteur qui devient assez important dans ce domaine. Donc, il s'agit d'un marché mondial qui devrait passer d'environ 62 milliards de dollars en 2024 à 128 milliards de dollars d'ici 2033. Et il affiche un taux de croissance composé de 75%. Et aussi, l'une des choses qui prend de l'ampleur, c'est la valorisation relative, et modéliser les marchés est très complexe. Parce que d'un côté, nous avons les indices de référence américains, en particulier la Silicon Valley, et puis nous avons l'Europe qui est bien, bien pire, et le Royaume-Uni qui est probablement un peu meilleur, mais reste tout de même très faible. Et puis nous avons le reste du monde qui est probablement en train de décrocher un peu, mais c'est un élément énorme que les gens oublient. Donc, comme tu l'as mentionné, et je l'ai appris moi-même en tant qu'entrepreneur et en tant que startup moi-même. Donc, les facteurs clés incluent les acquisitions de marge. Quand tu achètes une entreprise, il faut évaluer le financement des startups et les sorties. Et c'est un point crucial que je veux aborder aujourd'hui. Facteurs économiques, intelligence artificielle et technologie, évolution des facteurs de valorisation et dynamique régionale. Et je voulais juste souligner cela et je reviendrai avec une question pour vous deux. Le côté marché devient fou parce que la valorisation totale, par exemple, la valeur agrégée de toutes les licornes est passée de 300 milliards de dollars en 2014 à plus de 59 000 milliards de dollars en 2025. La récente bulle de l'intelligence artificielle est sans doute bien plus grande. Je voulais aussi en parler pour nos auditeurs. Le nombre de licornes à l'heure actuelle est en fait en avril 2025, il y a 1200 licornes, des entreprises valorisées à plus d'1 milliard avec une forte concentration géographique. Les États-Unis dominent la valorisation des licornes et startups. Ensuite, avec 32 000 milliards pour les États-Unis, 14 pour la Chine, 4 pour l'Inde et 3 pour le Royaume-Uni. Donc, bien sûr, cela va beaucoup changer à mesure que nous progressons, surtout l'Inde qui sera probablement beaucoup plus grande et même l'Afrique avec sa population jeune. Je reviens vers vous deux, Jim. Je commence par toi. Tu as donc beaucoup d'expérience avec les petites entreprises et comme tu l'as dit, tu étais entrepreneur avant même que ce concept ne devienne à la mode. Nous avons aussi collaboré avec la Fédération des petites entreprises et divers écosystèmes, surtout au Royaume-Uni et en Europe. Pour rebondir sur ce que Grant a dit, sur ce que tu as construit avec Bisval, et je sais que c'est pour ça que tu l'as choisi, quels sont selon toi les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées? Et je parle probablement, eh bien, vous visez le marché britannique et le marché américain. Bien sûr, ce sont des marchés complètement différents et mon audience est assez internationale, mais je veux provoquer mon audience. Parce que si vous ne regardez pas ces chiffres, nous ne réussirons pas. Et en plus, nous créons une économie mondiale très folle qui est d'un côté complètement paradoxale. Nous avons ces bulles de valorisation et ensuite nous avons la réalité de personnes qui sont dans une situation beaucoup plus précaire. Alors Jim, selon ton expérience, comment vois-tu cela? Et aussi probablement ce que tu as appris. Comme tu l'as dit, l'échec est une grande leçon et pour être honnête, pour moi, ça a été ma plus grande leçon d'humilité.
mais aussi comment tu apportes cette expérience à la réalité des opérations quotidiennes de l'entreprise? Euh, Je pense que c'est une question assez vaste. Je pense que je l'aborderai en termes de quel est le plus grand défi auquel les petites et moyennes entreprises sont actuellement confrontées. Et je pense que c'est plus large que simplement les petites et moyennes entreprises. La rapidité des changements que la technologie et l'intelligence artificielle vont désormais apporter dans nos vies est, à mon avis, il est absolument impossible de comprendre à quoi cela va ressembler, comment cela va impacter les différents facteurs et ce que cela implique dans votre entreprise. Je pense que la meilleure chose que les gens puissent faire, c'est de différencier ce qui doit être dirigé par l'humain. Où, en tant qu'humain, ferons-nous la différence face à la facilité et l'assistance offerte par la technologie? Mais voyez-vous, le monde est toujours en période de changement et le changement apporte toujours des opportunités. Donc, c'est la capacité à reconnaître cette opportunité. Et ceux qui ne restent pas en phase avec les opportunités deviennent généralement des dinosaures. En même temps, et c'est un peu contradictoire, vous savez, toute ma vie, j'ai aussi toujours pensé que les pionniers se font scalper et que les colons gagnent de l'argent, donc il faut dans les affaires. Donc, je suggérerais donc que les gens ne devraient pas forcément essayer d'être des pionniers dans tout ce qu'ils entreprennent, ils devraient essayer d'être des colons, ce qui signifie qu'il faut, dans une certaine mesure, permettre le chevauchement entre les méthodes traditionnelles et existantes de faire les choses. Avec la reconnaissance de la situation telle qu'elle est, cela pourrait changer, mais en essence, les fondamentaux ne changent toujours pas. Je veux dire, vous avez mentionné les valorisations des entreprises, en particulier des licornes, et le fait que la concentration financière de la valeur se déplace de plus en plus vers un cercle restreint d'entités et d'individus. Et je pense qu'il est essentiel de comprendre que les entreprises doivent toujours gagner de l'argent. Je veux dire, si je reviens vraiment à la base, j'étais à un événement hier soir, un événement d'incubateur, c'était un événement formidable et j'y ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Certains d'entre eux ont reçu des subventions et des financements sous forme de prix hier soir. Et ça me sidère toujours quand je rencontre de nouveaux propriétaires d'entreprises qui ne saisissent pas le principe fondamental. Il faut gagner de l'argent. Donc, parfois, vous savez, ils confondent les associations caritatives ou les objectifs sociaux avec l'entreprise. Une entreprise doit gagner de l'argent ou doit être capable d'en gagner à l'avenir. Et c'est simplement la vérité brute et c'est ce que vous devez reconnaître. Et peut-être qu'une grande partie de la concentration de cette richesse vient du fait que ces grandes entités, ils savent absolument qu'ils vous mangeront tout cru toute la journée, tous les jours, parce qu'ils trouvent comment gagner plus d'argent avec ce que vous faites qu'avec ce qu'ils font et ils vous absorberont. Donc, les petites entreprises doivent simplement saisir cette réalité et réaliser qu'à un moment donné, il ne s'agit pas seulement de bonnes idées et de concepts. Vous devez être capable de démontrer d'où vient l'argent. Donc, si je veux dire, l'une des évaluations les plus difficiles concerne les startups pré-revenus, car elles n'ont pas d'antécédents. Il n'y a pas de référence à examiner et vous savez, c'est généralement ce que font les banques, etc., lorsqu'elles envisagent d'accorder un prêt. Elles dépendent encore beaucoup de la méthode historique pour l'évaluer. Mais quand vous essayez d'anticiper ce que quelque chose pourrait faire, vous devez regarder combien d'argent cette entreprise pourrait-elle ou va-t-elle générer et selon quels critères. Donc, ce sont les fondamentaux, mais nous faisons partie de la solution pour cela, c'est certain. Mais j'espère que cela répond d'une certaine manière à votre question. Si vous ne voyez pas comment gagner de l'argent à un moment, ce n'est pas une entreprise, mais plutôt un passe-temps ou un projet social, ce qui n'est pas un problème. Mais ce n'est pas une entreprise. Jim, je vais vous provoquer, mais positivement. Je suis d'accord avec vous, mais il existe un grand paradoxe dans l'économie mondiale. Par exemple, Gran, vous avez une expérience très solide. Cette question est d'abord pour vous. Votre expérience est fantastique. Vous avez travaillé avec des entreprises comme Standard Bank, qui est l'une des plus grandes banques au monde et surtout très importante en Afrique. Et aussi en tant que directeur financier à temps partiel, ce qui est très important. La plupart, environ 90% de mes erreurs en affaires venaient d'une mauvaise gestion des finances, car je ne les surveillais pas assez. Je pense que cela contredit ce que tu as dit, Jim, même si je suis d'accord, car je me concentrais plus sur la création de produits et technologies que sur bâtir une entreprise financièrement sûre.
parce que la plupart des entrepreneurs ont une vision de créer un produit, de créer une entreprise, de créer un service, et ils mettent tous leurs efforts là-dessus. Grant possède 20 ans d'expérience comme expert comptable agréé dans les services financiers et en développement commercial et stratégie de tarification. Et aussi après avoir travaillé avec des organisations financières et maintenant en tant qu'entrepreneur. Comment vois-tu cela? Parce que je pense que pour moi, et ma question ici, c'est une grande question. Mais je pense que ce podcast aborde toujours de grandes questions. Mais il y a aussi de grandes personnes, de bonnes idées. Le principal défi, c'est que cela revient toujours à ça. Je dirais qu'il n'y a pas une division, mais les trois divisions de l'économie mondiale. Ces géants, les sept magnifiques ou autres, contrôlent une grande partie de l'économie mondiale. Ensuite, il y a le Fortune 500 représentant le reste de l'économie mondiale, puis la réalité, soit le reste du monde. Et je dirais que 99% de l'économie mondiale ou des startups se trouvent dans le reste de ces catégories, ou au moins 90%. Donc, ce que vous faites avec ce valeur, c'est d'essayer de relier ces trois aspects. Mais par exemple, Jim, si je regarde, si je suis une startup qui fait de la technologie deep tech, si je ne reste pas en Europe, je ne serai jamais rien mondialement. Je peux avoir la même propriété intellectuelle et les mêmes choses, mais je ne serai jamais reconnu mondialement. C'est ça le paradoxe. Je suis d'accord avec toi, sans gagner d'argent, on n'y arrive pas. Mais alors, comment on voit ça? Parce que, bien sûr, la Silicon Valley fonctionne entièrement sur ce principe. Même si tu regardes Google et même Facebook, ils sont restés des années sans gagner d'argent. Donc la question, c'est comment maintenant on fait cette division ou ces trois divisions et qu'on arrive à la réalité. J'aimerais savoir, Grant, comment tu abordes ça côté produit selon ton expérience, car sinon on aura des problèmes. Certains analystes avancent, pour complexifier le débat, que l'intelligence artificielle mettra fin au capitalisme d'ici 25 ans, parce que si on commence à avoir une super intelligence, cela signifie que cette super intelligence va créer une sorte d'ultra-économie mondiale dépendante de ces plateformes. Et c'est une réalité, ça commence à arriver, soyons honnêtes. Donc ce n'est pas si loin que ça. Et ce n'est pas seulement moi, beaucoup de gens le soulignent. Je veux aborder ce sujet car il faut regarder les éléphants dans la pièce. Denise, c'est une grande question très importante. Je souhaite la décomposer en plusieurs points. Je voudrais distinguer la Silicon Valley un instant. Concernant les valorisations, beaucoup de ce que vous voyez dans les médias, vous savez, vous regardez OpenAI, vous regardez Google, vous regardez Tesla, tout ça. Donc, beaucoup de ce qui est rapporté concerne toutes ces licornes et ces entreprises valorisées à 1 milliard de dollars. C'est ça qui fait la une, n'est-ce pas? Il faut vraiment être intentionnel ici en séparant le battage médiatique et les valorisations de licornes de la réalité. Voilà ce qu'on constate. La réalité, cependant, c'est probablement, je cite un chiffre, cependant, 98% des entreprises n'atteignent jamais ces gros titres en volume et en nombre, selon les chiffres précédemment cités. La plupart de ces entreprises qui soutiennent de nombreuses économies mondiales sont ce qu'on appelle des entreprises ennuyeuses. Ça peut être la laverie au coin de la rue, une entreprise de plomberie, une société de déménagement, ce genre de choses. Elles ne font jamais la une des journaux. Et c'est là que nous opérons beaucoup. Mais les principes sont en fait les mêmes, peu importe où vous êtes. Jim l'a mentionné. Au final, une entreprise, c'est, vous savez, et la valorisation de l'entreprise est déterminée par combien d'argent vous gagnez. D'accord. Et quand je parle d'argent, je ne parle pas des bénéfices comptables. Je parle de ce qui entre. Vous savez, combien de bénéfices en espèces vous faites. À quel point cela est-il reproductible? D'accord. Donc, juste parce que vous avez gagné 1 million de livres cette année, pouvez-vous gagner 1 million de livres l'année prochaine et l'année d'après et encore l'année d'après? D'accord. Il s'agit du bénéfice réel, pas du chiffre d'affaires. Vous devez donc comprendre ce dernier, sa traduction en économie unitaire et voir si vous pouvez le développer à grande échelle. Et la répétabilité est importante parce que cela signifie, pouvez-vous répéter cela sans vous en tant que propriétaire? D'accord. Donc, ces principes clés sont fondamentaux. Et ensuite, cela se résume aussi à un acheteur volontaire et un vendeur volontaire. D'accord. Donc, lorsqu'un acheteur examine l'entreprise, et pour nous, les évaluations consistent toujours à regarder à travers le prisme d'un acheteur potentiel, à se demander combien quelqu'un est-il prêt à payer pour cela. Ils sont prêts à payer, ils veulent générer un retour sur leur investissement. D'accord. Donc, un acheteur va regarder une entreprise et se demander quels bénéfices en espèces elle réalise. Ces bénéfices sont-ils reproductibles sans le propriétaire ou sa personnalité? Et comment évoluent-ils?
Donc, s'ils sont à 1 million maintenant et qu'ils passent à 10 millions et qu'il y a un plan qui peut justifier cela, c'est évidemment, vous savez, cette entreprise aurait bien plus de valeur qu'une entreprise qui est à 1 million maintenant et qui sera toujours à 1 million dans 10 ans. Elles sont toutes les deux rentables. Mais évidemment, la croissance est un facteur ici. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de distiller cela. Maintenant que vous regardiez une entreprise avant revenu, vous savez qu'il y a une excellente idée. Évidemment, là, le risque est beaucoup plus élevé. Donc oui, mais ils peuvent avoir un potentiel énorme et un potentiel de croissance énorme, mais comme vous n'avez aucun antécédent et aucun moyen de le démontrer réellement, vous avez un risque plus élevé. Donc la croissance et le risque ont presque cette relation inverse. Alors ce que nous faisons, c'est que nous regardons à travers ce prisme. Et malheureusement, quand on lit les médias et tout ça, les gens ne s'en rendent pas compte. D'accord. Donc la raison, laissez-moi prendre un exemple. Un exemple très simple. Vous pourriez avoir 10 millions d'abonnés sur Instagram. D'accord? Est-ce que cela signifie que votre compte Instagram vaut beaucoup d'argent? Eh bien, pas forcément. À moins que vous n'ayez un moyen de monétiser cela et d'en tirer un profit, ça ne vaut rien. Maintenant, il peut y avoir une entreprise dans le domaine des médias qui sait comment monétiser cela. Donc, ils ont vos 10 millions d'abonnés et peuvent leur vendre quelque chose. Donc, pour cette entreprise qui pourrait vous racheter, vos 10 millions d'abonnés Instagram pourraient valoir une fortune. Vous n'avez peut-être aucune expérience en affaires et aimez seulement avoir des abonnés sur Instagram, donc vous ne voyez pas forcément la valeur de cela, mais d'autres pourraient, parce qu'ils peuvent, vous savez, leur vendre autre chose à eux et à ses utilisateurs. Donc, vous savez, il faut vraiment ramener ça au principe de base au final. Et je pense que beaucoup de gens ne le font pas. Donc, ce que nous faisons d'un point de vue commercial, c'est ramener les choses aux principes fondamentaux. Vous savez comment gagner de l'argent, comment faire croître cela, quels sont les systèmes et les processus en place. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et vous parlez un peu de la direction que prend le monde. Et philosophiquement, c'est ça. Au bout du compte, les gens auront toujours besoin de manger, ils auront toujours besoin d'un endroit où vivre, ils auront toujours besoin de faire toutes ces choses-là. Donc, les outils comme l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là sont vraiment, vraiment utiles. Pourquoi pas? Parce qu'ils génèrent de l'argent en eux-mêmes, mais ils aident aussi les gens à mettre en place des processus qui sont plus reproductibles. Ils peuvent améliorer l'économie unitaire, réduisant ainsi le coût des services et augmentant la rentabilité. Pour moi, même si la réponse est longue, il faut prendre du recul et revenir aux principes de base. Comment gagnez-vous de l'argent et pouvez-vous le répéter? Comment pouvez-vous développer cela durablement? Tout le reste, c'est vraiment du bruit autour de ça, d'accord? Et si vous comprenez cela, alors vous comprenez la valeur. Et puis, le dernier point, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de regarder cela à travers le prisme d'un acquéreur potentiel, pas nécessairement à travers celui du vendeur. À moins de prouver à l'acheteur pourquoi votre entreprise vaut ce prix et cette valeur pour lui. Alors oui, vous n'avez pas vraiment grand-chose. Je suis tout à fait d'accord, mais donc je vais aborder une question qui est essentielle pour moi. Donc, comme vous l'avez dit, les quatre principes que vous avez mentionnés sont essentiels, mais où se situe la propriété intellectuelle là-dedans? Parce qu'à la fin de la journée, l'économie mondiale, bien sûr, en ce moment, probablement, comme vous l'avez dit, et même moi, j'en suis responsable à ce niveau-là. En tant qu'entrepreneur, parce qu'une partie de mon innovation euh, a aussi été mon échec parce qu'on veut trop innover, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas seulement, disons, dans mon cas, nous avons 2 millions d'abonnés, mais il m'a fallu des années pour les monétiser. Il a d'abord fallu investir des millions pour les acquérir ou les faire croître naturellement. Et tous les achats et tout ce qu'il faut pour maintenir les chiffres. Mais au final, c'est pareil. C'est pareil pour la propriété intellectuelle. Et si tu veux construire une propriété intellectuelle, alors comment tu gères ça et comment tu regardes ça? Parce que je pense que c'est aussi le plus grand défi à mesure qu'on avance. Parce que bien sûr, tous les principes de l'économie et de la finance ont toujours été guidés par des principes. D'accord, depuis l'histoire de l'humanité, où l'on utilisait une vache comme évaluation ou le lait, et jusqu'alors le cuivre ou tout autre matériau utilisé dans les pièces de monnaie. Aujourd'hui, avec la monnaie numérique, l'économie créative ou du sens, tous ces concepts. Pour revenir sur les points que tu as évoqués et que je partage,
Où situes-tu la propriété intellectuelle et quelle est ta vision à ce sujet? Parce que tu as dit que tu visais, du moins pour l'instant, surtout le Royaume-Uni et les États-Unis. Aux États-Unis, mais il y a un énorme accent mis sur la propriété intellectuelle et en Europe aussi, il y a une grande importance accordée à la propriété intellectuelle. Bien sûr, tu ne peux pas payer les factures avec la propriété intellectuelle, malgré de nombreuses différences sur ce point. J'aimerais connaître votre avis, surtout celui de Graham Stephen, sur le principe de créer cette plateforme technologique. Et Jim, de ton côté, en collaborant avec petites et moyennes entreprises, startups et grandes entreprises. Oui, laisse-moi répondre à cette question en premier. Et il dit donc la propriété intellectuelle, tu sais. Et la question qui revient, c'est quelle est la valeur de ma propriété intellectuelle? Je reviens encore aux bases. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'unique que tu as créé, une façon de faire les choses, un processus, ça peut être un système, ça peut être tout ce genre de choses. Et encore une fois, en termes très simples, la propriété intellectuelle n'a de la valeur que si, pour quelqu'un, un acheteur ou même toi en tant qu'entreprise, elle est monétisable. En résumé, tu peux créer un excellent code, mais s'il n'apporte pas de réelle valeur pour laquelle les gens sont prêts à payer, cela ne suffit pas. D'accord? Et si cela ne génère pas une sorte de profit, ça ne vaut pas vraiment grand-chose. D'accord? Donc, la propriété intellectuelle n'a de valeur que dans la mesure où elle peut être convertie en profit futur. D'accord. Et maintenant, il y a différentes façons de mesurer cela. D'accord. Laissez-moi prendre un exemple concret. Disons que vous développez un algorithme, il pourrait être basé sur l'intelligence artificielle, ça pourrait être n'importe quoi qui permet. Je vais prendre un exemple connu, les livraisons à domicile. Supposons que vous développez une propriété intellectuelle ou un algorithme rendant ces livraisons plus efficaces. D'accord, une propriété intellectuelle. Cela peut avoir beaucoup de valeur pour toute personne qui fait des livraisons à domicile. Donc, que ce soit DoorDash, que ce soit Target, que ce soit Tesco, ou peu importe l'entreprise qui fait des livraisons à domicile. Pourquoi cela a-t-il de la valeur pour ces organisations? Parce que s'ils utilisent cet algorithme, ils peuvent avoir une meilleure efficacité dans leurs itinéraires de livraison, ils peuvent réduire le coût de leur livraison à domicile, ils peuvent faire toutes ces choses qui permettent d'offrir un service client. Vous savez, vos produits peuvent être livrés à votre porte en moins de 30 minutes, donc cela réduit le coût de la livraison des produits. Cela améliore la fidélisation de leurs clients parce qu'ils peuvent livrer en 30 minutes alors que leurs concurrents pourraient prendre 1 heure. Et ce faisant, cela augmente la rentabilité des personnes qui utilisent cette propriété intellectuelle. Donc, si vous êtes celui qui a développé la propriété intellectuelle, ce qui est vraiment important, c'est de se demander qui pourrait utiliser cette propriété intellectuelle et ensuite comment la vendre. Et ça, c'est un aspect de la question. L'autre concerne la propriété intellectuelle. À quel point est-il facile de copier? Même si vous détenez la propriété intellectuelle, si d'autres peuvent la reproduire facilement, pourquoi achèteraient-ils chez vous? Ils peuvent le faire eux-mêmes. Les marques déposées et la protection par brevet deviennent alors importantes, ainsi que ce type de mesure. Donc, avoir l'idée est une chose, la capacité de la transformer en gain financier en est une autre. Et ensuite, comment protégez-vous cela? Donc, on parle d'un fossé, vous savez, est-ce que c'est protégeable ou non? Et vous savez, on peut avoir une discussion fascinante, même autour de l'intelligence artificielle, par exemple, vous. De nombreuses entreprises d'intelligence artificielle apparaissent et affirment avoir créé une nouveauté. Ce qu'ils ont développé, c'est parfois juste une invite dans OpenAI ou dans Claude ou peu importe le cas, n'importe qui peut faire ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la propriété intellectuelle en elle-même, mais comment vous la prenez, l'utilisez, l'appliquez et la protégez. Un autre exemple vraiment simple, vous savez, c'est, disons que vous avez un site web qui s'appelle Search.com, d'accord, et vous en êtes le propriétaire. Si vous ne possédez pas ce domaine et que quelqu'un demain peut aller prendre cette licence et vous retirer Search.com, eh bien, est-ce que cela a de la valeur? Non, donc c'est pour ça que les protections autour de ça, comme est-ce que vous possédez le domaine, est-ce que vous possédez la marque? Donc la marque en tant que propriété intellectuelle, toutes ces choses-là, il s'agit de la valeur que cela peut créer, mais aussi de savoir qui en est le propriétaire et comment vous protégez cela. Je vais te donner une réponse philosophique, Denise, car c'est important. La propriété intellectuelle peut-elle générer un gain monétaire? Est-ce protégeable? Ce sont les 2 points clés. Pour la création de richesse, évaluons la propriété intellectuelle. Pour les besoins de la discussion, ce sont les éléments que nous allons examiner et analyser à travers un processus d'évaluation.
Je suis d'accord, c'est un point clé dans notre approche de ces questions. Et je pense qu'il y a une faille dans la façon dont nous éduquons les entreprises et les entrepreneurs, ou plutôt un manque d'éducation, car je ne crois pas qu'il y ait une quelconque formation à ce sujet. Et c'est un grand paradoxe. Parce que bien sûr, comme tu l'as dit, il y a tout le battage autour de ces valorisations, autour de la Silicon Valley, et puis il y a la réalité. Cela provoque de nombreux crashs, car actuellement, il y a toutes ces couches de valorisation élevées, puis la réalité. Et en même temps, bien sûr, il y a tout le battage autour des influenceurs et de toutes ces choses. Parce que, bien sûr, certains d'entre eux réussissent très bien et évidemment, les gens essaient d'imiter et ainsi de suite. Alors, Jim, pour reprendre la même question, mais en l'appliquant à ton expérience avec les petites entreprises et pas si petites. Certaines d'entre elles sont même de taille assez moyenne. Parce que, par exemple, l'une des choses dont j'ai parlé dans le podcast que nous avons fait ensemble, et bien sûr, nous sommes au Royaume-Uni, toi et moi du moins, et c'est l'une des choses dont je me rends compte, bien que l'économie du Royaume-Uni soit toujours l'une des premières, environ la 6e au monde en termes de chiffres et d'impact. Elle est en réalité probablement encore plus grande parce qu'elle a toujours un impact énorme avec le Commonwealth, ainsi que dans l'éducation et l'innovation. Mais le défi, c'est ce que j'ai constaté, c'est vraiment le manque de conscience presque incroyable concernant ces sujets dont nous parlons ici. Alors, comment voyez-vous cela en ce qui concerne la valorisation vraiment pour l'entreprise? En réalité, si je sollicite un prêt auprès de n'importe quelle banque, courtier ou institution financière en Europe ou au Royaume-Uni, ce sera mon expérience. Personne ne se soucie de ma propriété intellectuelle, personne ne se soucie de mon trafic, personne ne s'en préoccupe. Et bien sûr, cela rejoint exactement ce que vous avez dit, Gran. Il est essentiel d'éviter le paradoxe tout en observant le pont. Je vais donc le regarder. Atteindre ce niveau d'innovation est crucial. Sans innovation, vous disparaîtrez même en gagnant de l'argent. Vous avez évoqué plusieurs questions à ce sujet. Je pense que Graham a bien couvert tous les aspects de la propriété intellectuelle. Et vous avez raison, la plupart des gens ne comprennent pas, et je parle du niveau de base, et je vais même aller encore plus basique que ça. En ce qui concerne la question de savoir si une propriété intellectuelle a de la valeur, eh bien, comme pour tout, la valeur existe lorsque quelqu'un acquiert quelque chose de quelqu'un d'autre pour l'avoir fait. Beaucoup de propriétaires d'entreprises pensent mériter toute la valeur, quel que soit ce que leur propriété intellectuelle a généré, mais ils ne seront jamais acquis ainsi. Je dis toujours cette phrase aux entrepreneurs que je coach. Quand vous quittez votre entreprise, l'acquéreur, qu'il soit une personne ou une entité, doit être pris en compte. Ils doivent gagner bien plus d'argent avec votre entreprise que vous n'en gagnerez. S'ils ne saisissent pas ce principe, ils ne comprendront jamais les valeurs fondamentales. Beaucoup relèvent du principe pur. Nous sommes tous naturellement construits, gourmands en tant qu'êtres humains. Bref, nous n'allons pas aborder le sujet des problèmes d'obésité, mais cela démontre bien les principes de la cupidité. Nous aimons tous avoir plus de ce que nous pensons aimer. Il y a donc quelques principes fondamentaux de l'éducation que les gens doivent comprendre à ce sujet afin de pouvoir situer. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle et où va-t-elle? La question secondaire que vous avez soulevée n'est pas vraiment liée à la propriété intellectuelle. Et en ce qui concerne la collecte de fonds pour de grandes idées, la propriété intellectuelle et sa direction. Cela commence encore une fois par les principes fondamentaux. Que peut générer cette propriété intellectuelle? Et pourquoi? Et pourquoi est-ce ainsi? Et comment cela fonctionne-t-il? Vous pouvez protéger cela ou comment pouvez-vous contrôler l'influence sur la direction que cela prend? Donc, tout d'abord, vous devez être capable de faire cela. Ensuite, vous devez être capable de le présenter aux personnes que vous aimeriez voir vous aider et vous soutenir financièrement. Que ce soit par l'emprunt ou la dette auprès des banques ou institutions traditionnelles, il est plus difficile de lever des fonds pour ce type de projet. Ou cherchez-vous simplement au mauvais endroit? Je veux dire parce que c'est plus probable. Et encore une fois, c'est l'un de ces rappels à la réalité que je dois souvent donner aux propriétaires d'entreprises. Ils comparent le coût d'emprunt auprès d'institutions traditionnelles au coût de l'argent venant d'investisseurs en capital, business angels ou investisseurs en démarrage qui cherchent en général une part du gâteau. Mais souvent, le propriétaire veut garder ses parts tout en recherchant des fonds, convaincu de la valeur de son produit ou propriété intellectuelle. Un rappel à la réalité s'impose alors. Vous savez, à un moment donné, il faut juste les asseoir et leur dire « Arrêtez d'essayer d'être gourmand, arrêtez d'essayer de tout obtenir de tous les côtés. » Oui, on aimerait tous avoir 1 ou 2% au-dessus du taux de base pour un financement par la dette, sur une idée où seule une personne prête à tout perdre investirait. Si ça ne marche pas, même si vous pensez que ça va marcher, ça ne veut pas dire que ça marchera forcément. C'est donc une question complexe parce qu'en réalité, vous parlez d'une éducation à la psychologie pour les chefs d'entreprise.
et j'en ai probablement même déjà parlé avec toi lors de certaines de nos conversations privées. En ce qui te concerne, comment fixes-tu la réalité de ce que tu cherches à accomplir? Bien sûr, tu aimerais avoir la meilleure structure de financement possible là où tu vas. Donc, comprends les principes de comment tu protèges ta propriété intellectuelle et quels revenus elle est capable de générer. Et ensuite, si tu as besoin de l'argent de quelqu'un d'autre pour monétiser cela, alors tu dois être prêt à ce que quelqu'un te mette à nu. Je veux dire, c'est la meilleure façon dont je peux décrire cela. Parce que si tu n'adhères pas à ce principe, au final, ton entreprise ne fonctionnera jamais. Il n'y a rien de mal. Et je pense qu'il est normal qu'une personne dans les affaires traverse ce processus car elle peut recommencer. Quelqu'un qui est aussi doué avec la propriété intellectuelle ou qui est aussi bon lors de son premier ou deuxième passage dans le domaine. Dire que quelqu'un va gagner plus d'argent grâce à vous implique aussi une relation avec le montant supplémentaire qu'il gagnera. Donc, quand vous en êtes au début, attendez-vous simplement à ce qu'il gagne beaucoup plus que vous. Mais à mesure que vous progressez, vous pourriez même devenir la personne qui gagne de l'argent grâce à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la dure réalité, je pense qu'il faut accepter. Les chefs d'entreprise, sur cette base, ont une attente différente. Je ne pourrais pas être plus d'accord et j'aime la façon dont vous l'avez formulé parce que je pense qu'il y a en quelque sorte, bien sûr, surtout chez les entrepreneurs ambitieux, un sentiment surtout si vous êtes instruit, au moins vous avez une sorte de récit autour de la Silicon Valley, une certaine éducation et une certaine idée de l'entrepreneuriat. Et puis la réalité du reste de l'économie mondiale. Et ça, pour moi, c'est probablement le plus grand défi que nous ayons parce que, bien sûr, nous sommes au milieu d'une sorte de bulle. Ça, d'un côté, si vous regardez, je lisais récemment une étude. Jusqu'à récemment, la plupart des entreprises technologiques dans le monde avaient beaucoup de réserves de liquidité. Et en ce moment, ce n'est en fait pas le cas à cause de la folie de l'intelligence artificielle et de l'évolutivité, et cela, bien sûr, consomme beaucoup. C'est le cas actuellement et je vais changer de sujet vers Bisval. Je m'intéresse à la manière de le concrétiser, comme tu l'as dit, Jim et Gran. Si tu regardes maintenant, les chiffres sont là. Nous en avons déjà parlé, je ne vais pas les répéter. Tout peut arriver, donc je ne regarderai probablement pas la photologie. Mais clairement, le niveau d'infrastructure dont nous avons besoin pour continuer avec l'intelligence artificielle, ça touche en partie l'économie mondiale et beaucoup d'articles parlent de l'intelligence artificielle qui impacte l'économie mondiale. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est que l'intelligence artificielle peut être un outil fantastique pour la productivité. Mais pour l'instant, c'est un outil de division et un outil qui pose beaucoup de défis. Et bien sûr, même le gouvernement britannique met en avant combien l'intelligence artificielle peut contribuer à la productivité. À quel point toutes ces choses auront un impact et comment la technologie change tout ce que nous faisons dans nos vies. Et c'est là que j'ai des sentiments mitigés et que je veux revenir vers vous. Donc, en regardant votre expérience, et cette question est pour vous, Gran. Vous travaillez déjà dans l'évaluation pour de nombreuses organisations différentes. Et nous touchons aux entreprises, J'ai touché à certaines de ces fusions et acquisitions, au financement et aux sorties de start-up, ainsi qu'aux facteurs économiques. Donc, d'après votre expérience, et je suis sûr que vous avez des données, comment voyez-vous ce niveau de Bisval et le produit? Et les problèmes que vous résolvez et quels sont les plus grands problèmes que vous rencontrez dans ces domaines? Juste pour clarifier la question, vous demandez pourquoi les gens utilisent Biswell. Donc, pourquoi ont-ils besoin d'évaluation? Ou voulez-vous être plus précis? Plus, Biswal résout les problèmes liés aux questions que j'ai mentionnées précédemment. Oui, je veux dire, je vais simplifier cela. Tu as beaucoup mentionné ces mots. Tu sais, au final, on essaie de couper à travers tout le bruit et d'arriver à une sorte de atteindre les vrais problèmes, les principes fondamentaux. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'écarter les actualités, de s'éloigner de tout le battage médiatique. Et je vais te donner un exemple de quelques statistiques. Alors, quand on regarde pourquoi les gens font des évaluations pour Biswell, d'accord, environ 30% des évaluations que nous voyons concernent quelqu'un qui achète ou vend une entreprise. Environ 20% des personnes traversent un litige. Cela peut être un divorce, une séparation d'actionnaires ou toute autre situation similaire. Environ 30% font simplement de la planification stratégique.
Je crée une entreprise et je veux savoir sur quel levier je dois agir. Enfin, le dernier groupe regroupe ceux qui cherchent à lever des fonds, à retenir. Je pense qu'il est utile de comprendre le contexte. Pourquoi les gens font-ils des évaluations et qu'est-ce qu'on observe à travers cela? Je voudrais juste aborder un instant cette question autour de la Silicon Valley et de l'aspect levée de fonds que nous observons, puis comment nous y répondons. Nous avons ce principe dont nous parlons, là où l'optimisme rencontre le réalisme. D'accord, et je vais approfondir un peu ce point. À chaque nouveauté, comme aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est toujours la même chose si l'on regarde notre histoire, surtout pour ceux d'entre nous qui ont de l'expérience. Si vous retournez dans les années 90, c'était la bulle Internet. Si vous remontez 50 ans avant cela, c'était l'industrialisation et tout ce genre de choses. Vous voyez? Donc, à travers toutes ces choses, ce qui finit par se passer, c'est que la prochaine grande idée arrive, puis les gens investissent de l'argent pour, en quelque sorte, vous savez, comment vont-ils développer cette prochaine grande idée? D'accord. Et ce que nous essayons de faire, c'est de séparer un peu ces deux choses. C'est là que l'optimisme rencontre le réalisme. Le réalisme, c'est, d'accord, j'ai cette idée, quel est mon plan d'affaires? Qui sont mes clients? Comment vais-je les servir? Comment vais-je développer cela? D'accord. Et 90% des entreprises se trouvent dans ce domaine. D'accord, cependant. Et c'est peut-être la différence entre, appelons-la, la Silicon Valley et les grandes banques. Lorsqu'une grande idée arrive, vous avez des fournisseurs de capitaux, des capital risqueurs, tout ça. En réalité, ils ne sont pas intéressés, pour être honnête, ils ne sont pas intéressés à avoir 100 entreprises qui croissent chacune de 10 par an et qui gagnent un peu d'argent. Le monde du capital risque et la Silicon Valley en particulier recherchent cette grande idée qui va croître 1000 fois. D'accord, donc ça c'est le modèle du capital risque. Et la réalité, c'est que oui, c'est comme ça que fonctionne le capital risque. Ils veulent une grande idée qui soit tellement énorme que ça devienne le prochain Airbnb, le prochain Uber, le prochain, je ne sais pas, je donne juste des noms au hasard, mais ils peuvent se permettre de perdre de l'argent sur 99 de ces projets. On ne sait pas vraiment ça. Ce ne sont que des suppositions au mieux. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'argent investi là-dedans. Les gens regardent l'intelligence artificielle et se demandent quelle est la grande idée qui va sortir de l'intelligence artificielle. Ça va devenir tellement énorme qu'on va en faire une certitude. Qu'est-ce qui va devenir le prochain Facebook? Qu'est-ce qui va devenir le prochain? Qu'est-ce que tu attends d'une vanne de bus? Pour être franc, de notre point de vue, ce n'est pas le jeu auquel nous jouons. En réalité, nous essayons de servir les 99% restants des entreprises pour qui cela n'arrivera probablement jamais et de les aider à comprendre cela. Parce que c'est en fait ce qui sous-tend l'économie mondiale. Ce sont ces choses-là qui comptent vraiment. Je sais que je m'éparpille un peu, Denise, mais il est vraiment important de comprendre cela. Je trouve que l'intelligence artificielle et crypto attirent beaucoup d'argent parce qu'au fond, c'est quoi? Une grande idée. Mais honnêtement, pour la plupart des gens d'affaires, je pense que c'est une distraction. Tu sais, si tu essaies de construire une entreprise, je ne sais pas. Ensuite, tu as parlé de certaines statistiques tout à l'heure. Tu sais, je pense qu'aux États-Unis, tu sais, en termes de nombre, 98% des entreprises ont moins d'1 million de dollars de chiffre d'affaires ou quelque chose dans cet ordre de grandeur. D'accord. Comment tu soutiens ces gens-là? D'accord. À mesure que tu montes dans la chaîne, évidemment, et malheureusement, les ressources qui y sont consacrées. Comme les grandes idées, les gens adorent ça. Les gens veulent faire partie de quelque chose de grand. Les gens veulent être, tu sais, la première personne à vivre sur Mars. Ils veulent tout ça. C'est la nature humaine. Tu regardes à travers l'histoire, les explorateurs, les découvreurs, toutes ces choses-là. Et nous devons le faire. Nous devons, d'une certaine manière, au milieu, concilier ces deux réalités. Et je ne pense pas qu'il y ait une réponse facile à cela. Mais encore une fois, je reviens aux choses simples. Prenez du recul, d'accord, quel problème résolvez-vous? Comment apportez-vous de la valeur à la vie de quelqu'un? Si vous apportez de la valeur à la vie de quelqu'un, alors vous pouvez réellement créer de la valeur. Sinon, ce n'est que du bruit et vous devez filtrer tout ce bruit. Alors, Denise, oui, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à ta question, mais ce sont ces choses dans lesquelles on se perd tellement. Prends du recul, pose-toi les questions fondamentales. La Silicon Valley ne pose pas toujours les questions fondamentales. La Silicon Valley cherche cela. Je vais prendre un exemple lié au jeu. Peut-être que ce n'est pas le meilleur exemple,
Tu ne peux pas parier sur double 0, 0, vert à la roulette. D'accord, si tu pouvais, les chances seraient vraiment, vraiment faibles pour ça. D'accord, ils ne misent pas seulement sur le noir ou le rouge. Donc, tu dois comprendre à quel jeu tu joues. Est-ce que tu joues au jeu de la Silicon Valley ou est-ce que tu joues à un autre jeu, que tu veux offrir une bonne vie à toi, à ta famille et à ceux qui t'entourent. Et pour la plupart des gens, c'est là que se situe leur ambition. Donc oui, comprends d'abord et avant tout à quel jeu tu joues, puis réfléchis-y sous cet angle. Des paroles sages, j'aime la façon dont tu l'as dit, et c'est quelque chose que je crois vraiment important en fait. Tout d'abord, pour arrêter ce genre de dualité et ce manque de récit, disons-le comme ça, alors partons de la théorie. Après les grandes questions, passons à l'aspect pratique et voyons comment fonctionne la valeur d'entreprise. Si tu pouvais passer en revue une ou deux études de cas, ce serait bien. Il y a aussi quelque chose que tu as mentionné et à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Comme tu l'as dit, de nombreuses évaluations concernent des personnes en divorce qui doivent évaluer l'entreprise, ce qui est le cas. Oui, c'est vrai, mais parfois tu ne t'en rends compte que lorsque tu le fais ou que tu dois passer par là, mais aussi un cas comme deux ou trois études de cas que tu as et que tu veux partager avec le public. Et quelles seraient les étapes? Bien sûr, à un niveau général, et ensuite, évidemment, nous aurons une démonstration du produit dans une autre partie. Je sais que cela fait déjà 1 heure que nous parlons, donc je veux être concis pour conclure, mais il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Je pense, Denise, que je vais simplifier davantage. Concentrons-nous sur une étude de cas réel avec un de nos clients et je vais faire quelque chose de compréhensible pour tous. C'était une entreprise de médias au Royaume-Uni. Ils existent depuis environ 10 ans et les médias ont évidemment beaucoup changé. Il y a 20 ans, les médias misaient sur la publicité télévision en prime time. Aujourd'hui, comment obtenir de la visibilité via la recherche par intelligence artificielle? Donc, ce sont des types d'entreprises qui ont évolué. Donc, c'est une entreprise de médias. Il faisait 10 millions de livres de chiffre d'affaires par an. Et en termes de bénéfices nets, il faisait 1,5 million de livres par an en bénéfices réels. Ils avaient un gros client, et je vais le mentionner, le client était la British Broadcasting Corporation. La British Broadcasting Corporation fournissait 50 à 75% de leur chiffre d'affaires provenait de ce seul gros client et la majeure partie de leurs revenus provenait de contrats. Donc, ils réalisaient de gros bénéfices. C'était un fondateur qui, vous savez, était dans le métier depuis un certain temps et il cherchait en fait à sortir. Il était à la fin de la cinquantaine, début soixantaine, il voulait prendre sa retraite et il est venu nous voir pour dire, eh bien, écoutez, en fait, quelles sont ses options? Premièrement, quelle est la valeur de son entreprise et peut-il financer sa retraite? Il voulait déménager dans le sud de l'Espagne, il voulait acheter une villa là-bas. Et c'est un exemple très concret. Il avait besoin d'un chiffre, 8 millions de livres pour la retraite qu'il souhaitait. Il est donc venu nous voir et l'a dit, écoutez, en fait, avant même de penser à vendre mon entreprise, combien vaut-elle et que puis-je faire avec ça? Donc, je dresse un peu le tableau ici, très simplement. Nous avons évalué l'entreprise pour lui et la valeur de l'entreprise s'est élevée à environ 3,5 millions de livres et il a été choqué. Il a dit, oh, mais j'ai entendu dire que les entreprises de médias se vendent à une fois leur chiffre d'affaires. Donc, dans sa tête, il s'attendait à pouvoir vendre cette entreprise pour 10 millions de livres, mais ce n'était pas le cas, en quelque sorte. Quand on lui a annoncé 3,5 millions, il ne comprenait pas pourquoi c'était si bas et était un peu choqué. Ensuite, nous lui avons montré pourquoi l'entreprise ne valait que 3,5 millions. Que devait-il faire dans les 2 ou 3 ans à venir pour vraiment augmenter la valeur? On lui a donc présenté la situation. Mais c'est un exemple typique de client, c'est à un niveau micro. C'est un exemple très simple que je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre. Mais les principes ici sont absolument essentiels et fondamentaux. Et ce que nous avons fait avec lui, c'est que nous lui avons démontré qu'en apportant 3 ou 4 changements clés dans cette entreprise, ils ont tous nécessité un peu de temps et d'énergie pour effectuer ce changement. Comment il pouvait transformer cela en une entreprise de 10 millions de livres pour laquelle quelqu'un serait prêt à payer 10 millions de livres sans qu'il ait à faire un earn-out ou toutes ces choses compliquées? Il s'agit d'une étude de cas réel que nous avons rencontrée ces 18 derniers mois. Cela représente 90% des questions reçues de telles entreprises.
D'accord, oui, entre 10 et 100 millions de livres de chiffre d'affaires, de revenus, de dollars. Vous voyez, on appellerait ça des entreprises du bas du mid-market jusqu'au mid-market. Mais les mêmes principes s'appliquent, que vous soyez une petite et moyenne entreprise, beaucoup plus petite ou une start-up. Donc, oui, on peut approfondir un peu plus si vous le souhaitez. C'est incroyable et je pense que c'est vraiment important. Donc, Gran, si on peut le faire maintenant, si tu veux bien, Anassi veut ajouter quelque chose parce que c'est une expérience fantastique et pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup d'itérations à en tirer. Si vous possédez une entreprise, commencez par comprendre sa réalité et ce que vous avez déjà exprimé. Ensuite, deuxièmement, les possibilités de la façon dont vous évaluez dans la réalité des différents chiffres. Et troisièmement, vous pouvez alors avoir des inactions ou en fait des listes de choses à faire. Une fois que vous comprenez cela, votre entreprise peut devenir plus rentable et trouver de nouvelles façons d'optimisation. C'est ce que je fais dans cette série avec les gens. Donc, je vais cliquer, je vais partager mon écran dans un instant. Donc, je vais utiliser un exemple. Je vais appeler le propriétaire de cette entreprise, Alan Smith, de Brightwave Media. Donc, la façon dont nous allons évaluer cette entreprise, et ceci est en quelque sorte un rapport récapitulatif de tout ce que nous recueillons, c'est que nous apprenons à connaître l'entreprise. Des éléments comme le risque et la structure juridique de l'entreprise, société ou entrepreneur individuel sont importants. Je ne vais pas tout détailler. Le secteur dans lequel ils opèrent dans le pays et pourquoi le pays est important. Cela définit des éléments comme le taux d'inflation, le risque du pays, la taille du marché. Donc, toutes choses égales par ailleurs, une entreprise aux États-Unis dispose d'un marché bien plus vaste qu'aux Seychelles. Ainsi, le pays compte. Je vais peut-être donner un mauvais exemple. Si vous êtes une entreprise à Takaya ou en Argentine, où l'inflation est très élevée, contrairement à un pays à faible inflation, cela change tout. Donc, nous apprenons à connaître l'entreprise, la taille de l'entreprise, et nous comprenons le risque associé à cela. L'étape suivante consiste à comprendre comment cette entreprise gagne de l'argent. Donc, la question fondamentale que vous posez est comment gagnez-vous de l'argent et quelle est la qualité des revenus dans cette entreprise? Donc, vous pouvez voir mon écran, dans ce cas, l'étude de cas que j'utilise. Il réalise un chiffre d'affaires de 10 millions de livres par an. Il y a un coût des ventes de 3 millions de livres et cela est versé aux sous-traitants, et ainsi de suite. Deux questions importantes sont, quel pourcentage de votre chiffre d'affaires provient de vos gros clients? Nous avons donc parlé ici du risque de concentration. Si vous avez un gros client et que ce client décide d'aller chez votre concurrent, votre entreprise est en danger. D'accord. Donc, le risque de concentration n'est pas un facteur clé pour toutes les entreprises. Ensuite, le revenu récurrent correspond au nombre de clients qui reviennent vers vous et à quelle fréquence ils reviennent. Si vous vous souvenez, nous avons évoqué plus tôt les principes de la répétabilité de ce revenu. Donc, si vous avez des clients fidèles et réguliers qui reviennent, alors évidemment, votre entreprise a plus de valeur. Quelle part de votre chiffre d'affaires est issue de revenus récurrents? Nous passons ensuite également par ce que nous appelons des ajustements de normalisation. Donc, vous savez ce que vous savez si vous êtes le fondateur d'une entreprise et que vous ne touchez pas de salaire ou si quelqu'un vous rachète. Ils devront payer un directeur ou un opérateur pour gérer l'entreprise. Quelle est donc la juste valeur marchande pour le propriétaire? Vous savez, possédez-vous un bien immobilier? Peut-être que vous gérez votre entreprise depuis chez vous et que vous ne payez pas de loyer, mais si quelqu'un devait acquérir cette entreprise de votre part, il devrait payer un loyer. Comprenez-vous s'il y a des dépenses de location? Quelles sont les autres dépenses d'exploitation en espèces? Avant tout, il faut savoir comment cette entreprise génère ses revenus. Donc, dans cet exemple ici, vous additionnez tout cela, on arrive à un bénéfice net de base d'environ 1,5 million de livres sterling par an. La prochaine série de questions que nous posons concerne la gestion de votre fonds de roulement. Vous voyez, donc, y a-t-il des excédents de trésorerie dans l'entreprise? Supposons que vous ayez réalisé des bénéfices ces 10 dernières années et disposiez de 10 millions de livres sterling inutilisés sur un compte d'investissement. Techniquement, c'est un excédent de trésorerie. Vous n'en avez pas besoin pour les salaires ou autres dépenses, mais il faut en tenir compte s'il existe. Ensuite, l'important pour le fonds de roulement, c'est très bien d'avoir des revenus, mais si vous n'arrivez pas à les encaisser auprès de vos clients, cela ne sert pas à grand-chose. Donc, combien de temps vos clients mettent-ils à vous payer et en combien de temps payez-vous vos fournisseurs? Donc, ce sont les principes fondamentaux de ce que nous appelons le fonds de roulement.
Ensuite, ce qui est important, c'est votre bilan. Avez-vous des équipements qui ont de la valeur? Avez-vous des dettes envers une banque ou un tiers? Dans cette étude de cas, j'ai dit non, vous n'en avez pas. Mais disons que votre entreprise vaut 10 millions de livres, mais que vous avez un prêt bancaire de 10 millions de livres. Si vous vendez cette entreprise, vous devrez rembourser le prêt à la banque. Donc, fondamentalement, cela ne vaut plus rien après avoir payé vos créanciers, pour ainsi dire, ou remboursé vos prêteurs. Je voudrais maintenant faire une transition vers le capital risque et la Silicon Valley. Ce que beaucoup de fondateurs qui lèvent des fonds oublient, c'est qu'ils doivent d'abord rembourser leurs investisseurs avant de pouvoir se payer eux-mêmes. Donc, vous savez, c'est tout un débat en soi entre l'autofinancement et le fait de lever des fonds. Mais vous devez d'abord rembourser vos prêteurs. Et ensuite, il y a des éléments importants comme les attentes en matière de croissance. Donc, vous savez, il ne s'agit pas de combien d'argent vous gagnez maintenant, mais de combien vous pourrez en gagner à l'avenir. À quel rythme votre entreprise se développe-t-elle? Où en est votre entreprise? Êtes-vous en croissance? Des changements sont-ils nécessaires? Quelle est votre structure de dépenses? Si vous deviez doubler votre chiffre d'affaires, pourriez-vous le faire sans doubler vos coûts? Ou bien, si vous deviez doubler votre chiffre d'affaires, devriez-vous dépenser beaucoup plus pour y parvenir, parce que cela influence la rentabilité? Nous posons aussi une question audacieuse dans notre processus. C'est une vision simplifiée. Que se passe-t-il si vous partez 3 semaines en vacances? Cela revient à se demander si l'entreprise dépend de vous en tant que fondateur ou peut fonctionner seul. Parce qu'un acquéreur d'entreprise veut savoir, vous voyez, si j'achète l'entreprise et que vous partez, est-ce qu'elle continue à générer de l'argent? Alors, on pose une question un peu osée et on dit, si vous partez 3 semaines en vacances, que se passe-t-il? D'accord maintenant? Dans ce cas, l'entreprise est rentable, elle a une concentration de clientèle assez élevée, et si le propriétaire prend 3 jours de vacances, d'accord, eh bien, l'entreprise est en difficulté, d'accord? Donc, c'est l'étude de cas que nous avons présentée et je vais montrer ce que cela donne en termes de résultats d'évaluation. Donc, si nous revenons à ce client, je vais utiliser exactement cet exemple ici. Nous lançons l'évaluation et cela donne des résultats d'évaluation. Donc, dans ce cas, l'entreprise vaut 36 millions de livres sterling. Comme dit plus tôt, nous avons 3 méthodologies. Sans entrer dans les détails techniques, nous analysons les flux de trésorerie actualisés qui représentent votre rentabilité future. Nous analysons les bénéfices passés et la valeur nette des actifs, c'est-à-dire le montant obtenu en vendant tous les actifs si l'entreprise fermait. Voici le scénario de base réalisé dans cette entreprise. Notre plateforme et notre outil vous permettent alors d'aller dire « D'accord ». Comme je l'ai dit plus tôt, ce monsieur voulait obtenir une sortie de 10 millions de livres. Cela vous permet de prendre cette évaluation et ensuite d'apporter quelques modifications. Donc, dans ce cas, le propriétaire fait tout le travail. Il ne peut pas prendre 3 jours de vacances. Ce que cela vous permet de faire, c'est de dire « Eh bien, en fait, trouvons une stratégie pour cette entreprise ». Nous devons embaucher un bras droit dans cette entreprise, donc faisons un détour pour dire comment procéder. Nous cherchons un opérateur et un directeur général rémunérés 160 000 livres par an. Concrètement, que va faire cette personne dans l'entreprise? D'accord, elle va se concentrer sur la recherche d'autres contrats, éliminer la dépendance à ce grand contractant unique. La British Broadcasting Corporation, comme je l'ai mentionné, donc ils vont réduire la dépendance au client principal. C'est pour qu'ils la ramènent à 25 à 50 %. Ils vont également s'assurer de passer d'un revenu basé sur les projets à un revenu plus récurrent, basé sur des honoraires fixes. Ils vont se concentrer sur la croissance. Donc, ils vont développer cette entreprise de 10 à 15 % par an. Donc, je vais déplacer ce petit curseur. Ainsi, le propriétaire bénéficie désormais de soutien. Par exemple, il peut partir 3 semaines sans que l'entreprise s'arrête. Cela vous permet en quelque sorte de simuler le scénario. Donc, je refais cette évaluation et comme vous pouvez le voir ici, ce qui se passe, c'est que soudainement, voilà ce qui arrive. L'entreprise valait 37 millions dans sa forme actuelle, en apportant certains de ces changements, ce qui prend évidemment du temps à mettre en œuvre et à développer, et ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'elle pourrait valoir 9 millions de livres sterling. Voilà un exemple concret, Denise, de la réflexion nécessaire pour un propriétaire d'entreprise. Il a maintenant le temps d'aller dire, d'accord, si je fais ces changements, voici ce que cela fera à la valeur maintenant.
Maintenant, chaque scénario ne va pas forcément entraîner une augmentation de la valeur. Mais si, en tant que propriétaire d'entreprise, vous comprenez ces vérités fondamentales, vous vous concentrez sur les bonnes choses en termes de valeur. C'est un exemple très simple, mais j'espère que cela montre à tous ceux qui écoutent comment vous devez y réfléchir. Maintenant, les mêmes principes s'appliquent que vous soyez une entreprise de 100 millions de dollars ou une entreprise d'1 million de dollars. Seule la complexité peut-être de certains de ces éléments, la complexité de certaines de ces stratégies diffère, mais c'est juste un exemple très simple qui, je l'espère, illustre la façon dont nous voyons le monde aujourd'hui. Plus l'entreprise est complexe, plus il faudra peut-être la décomposer en plusieurs éléments. Quoi qu'il en soit, mais en essence, ces premiers principes que j'ai démontrés s'appliquent à toute entreprise. Voici comment nous analysons et abordons le problème d'évaluation pour un propriétaire d'entreprise. Jim, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais j'espère que c'est assez simple à comprendre. La complexité en arrière-plan ne disparaît pas. La façon dont nous évaluons le risque et procédons, c'est principalement le travail de l'équipe Bisval. C'est là que nous utilisons la technologie, je suppose, pour nous assurer que nous utilisons les bonnes données, les bons taux de risque, les bons multiples de marché, toutes ces bonnes choses. Mais surtout, vous devez pouvoir transmettre ce message à un chef d'entreprise, un avocat en divorce ou un collecteur de fonds, d'une manière qui vous permette de raconter l'histoire de façon très simple et très crédible. Je pense que la seule chose que je demanderais ne dépend pas de nous, ce qui confirme que cette démonstration particulière que vous venez d'avoir est ce que nous appelons notre évaluation consultative. Donc, elle est là pour aider les propriétaires d'entreprise à comprendre leurs chiffres et leur donner les conseils appropriés dont ils ont besoin pour pouvoir faire avancer l'organisation autonome décentralisée. En ce qui concerne ce qu'une évaluation pourrait être, elle n'est pas suffisamment complète si une évaluation est requise à d'autres fins. Donc, comme pour tout, il s'agit de savoir quelle est la chose appropriée à mettre en place quand ils en ont besoin. Donc ça, je ne sais pas, Scrum l'a dit, tout le travail difficile est fait en amont pour simplifier la tâche des propriétaires. Il s'agit juste de remettre les choses en perspective. Si vous êtes en train de divorcer, et je sais qu'on l'a mentionné plus tôt, Denise, c'est quelque chose que les tribunaux vont examiner. Et généralement, il y aura deux parties qui voudront une valeur. L'une voudra qu'elle soit très élevée et l'autre voudra qu'elle soit très basse. Pour des raisons évidentes en ce qui concerne un règlement financier, donc cela nécessiterait beaucoup plus. C'est, selon nous, le meilleur travail. Établir une évaluation que nous pouvons défendre sur tous les critères, c'est ce qui la fonde. Mais je pense que le principe de cette démonstration devrait clairement apparaître en des termes très simples. Pourquoi ne voudriez-vous pas savoir combien vaut votre entreprise aujourd'hui? Et pourquoi ne voudriez-vous pas savoir ce que vous devez changer dans votre entreprise? La rendre plus précieuse ne signifie pas vouloir la vendre, mais la rendre plus efficace et compétitive pour l'avenir. C'est la seule chose que j'ajouterais, c'est la façon dont c'était placé. Merci beaucoup. Ça a vraiment été un véritable apprentissage pour moi aussi. Parce que même si tu approfondis ces sujets, ta richesse d'expérience est incroyable. Et nous avons abordé beaucoup de grands sujets, mais nous avons aussi parlé des aspects pratiques. Je proposerai probablement une deuxième session. Je pense que Jim sera le premier, parce que je pense qu'il y a un énorme manque de connaissances que sur ces sujets. Et c'est pour moi un sujet qui m'est très cher. C'est pourquoi j'ai créé ABC. En intégrant le réseau d'influence et de petites et moyennes entreprises, je pense que c'est plus crucial que jamais. Donc, tout d'abord, je veux vous remercier tous les deux parce que ça fait presque quelques heures que vous êtes ici. Nous allons prendre cela et le promouvoir partout, puis mettre les liens et la promotion pour tout le travail que vous faites, à la fois sur la plateforme Visvalt, mais aussi à travers les différents canaux où vous êtes visible en ligne. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs et de petites et moyennes entreprises qui apprendront probablement grâce à cela. Et ce que je suggérerais, c'est probablement, comme vous l'avez dit, de revenir aux bases, de ne pas trop compliquer les choses et de bien faire votre propre travail ensuite. C'est une réalisation impressionnante. Félicitations, Gran. J'apprécie aussi la façon dont vous répondez avec beaucoup d'expérience, mais aussi avec une approche très terre-à-terre qui touche différents domaines. Et bien sûr, Jim, tu continues d'apporter ta brillance dans la simplicité, mais aussi dans l'approche terre-à-terre dont nous avons besoin. Denise, je tiens simplement à dire que c'est un vrai plaisir et merci de nous accueillir aujourd'hui. Comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est un sujet tellement vaste et nous n'avons littéralement fait qu'effleurer la surface.
On pourrait sûrement faire une série en 10 parties sur ce sujet, honnêtement. Et chacun de ces éléments, nous n'avons même pas vraiment abordé tout l'aspect de l'intelligence artificielle et la façon dont nous l'envisageons. Donc, tu sais, je pense juste pour le public ou toute personne qui écoute, comme vous pouvez le voir, nous sommes incroyablement passionnés par le fait de simplifier tout ça, de le rendre compréhensible. Un podcast de 90 minutes offre des possibilités limitées. Mais vous savez, si quelqu'un a des questions, Denise, je suis sûr qu'ils peuvent vous contacter. Nos coordonnées seront disponibles. Et vous savez, Jim et moi, ainsi que le reste de l'équipe, c'est là que l'aspect humain entre en jeu. Nous voulons consacrer notre temps à l'humain, au contact avec les personnes, construire cette entreprise, interagir avec de vrais clients, de vrais partenaires, tout ce genre de choses, et consacrer beaucoup de temps à l'éducation autour de cela. Lorsque les gens comprennent, tout devient facile. Alors, Denise, merci. J'apprécie vraiment la plateforme et vous savez, j'espère que nous pourrons échanger à nouveau bientôt. Merci beaucoup. Non, c'est un honneur pour moi et comme tu l'as dit, je veux recommencer. Aujourd'hui, je veux que les gens retiennent chaque détail. Comme tu l'as dit, l'intelligence artificielle ici nous aide vraiment à progresser. Ce que j'aime sur ta plateforme, c'est qu'elle offre des opportunités d'amélioration. Nous n'avons pas non plus évoqué les coûts, car l'évaluation entraîne des frais importants que la plupart des startups et petites et moyennes entreprises ne peuvent supporter. Nous en parlerons, c'est sûr. Je proposerai une seconde partie plus détaillée. On pourrait aussi inviter des entrepreneurs pour créer une excellente série. Merci beaucoup, merci à Jim pour la mise en contact et félicitations Graham pour votre excellent travail. Pas de problème. Puis-je juste terminer avec un point? Oui, seulement à propos de ce que nous faisons avec les évaluations. La roue fut inventée vers 4000 avant Jésus-Christ. Et ce n'est qu'en 1972 que quelqu'un a eu l'idée de mettre des roues sur les valises. Maintenant, quel idiot dans le monde porterait une valise sans roues en dessous? Et Biswal fait ça pour les propriétaires d'entreprises. Vous savez, il leur a peut-être fallu longtemps pour comprendre comment évaluer leur entreprise, mais nous sommes les roues de leur valise. Voilà pourquoi je suis si passionné. Je me demande juste pourquoi personne ne l'a fait avant. Donc, il ne nous a simplement pas fallu 6000 ans pour le faire. C'est tout ce que je voulais ajouter. J'adore ça, j'adore ça. Effectivement, ce niveau de connaissance concrète est essentiel. Je crois que c'est l'un des plus grands défis, car, par exemple, mon éducation m'a orienté vers le récit de la Silicon Valley en oubliant le reste, sauf si l'on se trouve en Silicon Valley. Le taux d'échec des startups est très élevé, de 90 à 99%. Il faut donc rester réaliste. Merci, ce fut un honneur et à refaire. Deux de ces perspectives fantastiques que vous avez apportées à notre podcast et à nos utilisateurs. Je pense que tout le monde peut beaucoup apprendre de cela. Je sais que tu veux conclure, mais j'aurai le dernier mot. Si Jim raconte cette histoire avec ses cheveux gris, c'est qu'il se souvient que la roue a été inventée là-bas, puisqu'il est né l'année d'avant. J'adore, j'adore. Maintenant, l'aspect humain est l'élément clé. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, Jim, les cheveux gris montrent la maturité et la sagesse. Merci aussi à Graham. Merci d'avoir regardé cet épisode. Partagez vos réflexions, vos questions ou un sujet que vous souhaitez aborder la prochaine fois dans la section des commentaires. Mon équipe et moi lisons tous vos retours et adapterons nos vidéos en conséquence. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine publication. À bientôt. Restez en bonne santé et informés.